La Coupe du Monde 2026 est là, officiellement lancée. Pour la première fois de l'histoire du football mondial, 3 pays co-organisent simultanément le tournoi le plus regardé de la planète. Les États-Unis, le Canada et le Mexique. 48 nations représentées. Des centaines de milliers de supporters qui ont traversé des océans, des continents pour être là. Un événement qui devait être, dans tous les sens du terme, un triomphe. Et pourtant, posez-vous une seconde. Des milliards de téléspectateurs devant leur télé à travers le monde entier. Des dizaines de milliers de fans qui envahissent les rues de Los Angeles, venus des 4 coins du globe pour vivre ce que les experts appellent sans hésiter l'un des plus grands événements sportifs jamais organisés sur le sol américain. Et le président des États-Unis est absent. Pas en déplacement diplomatique d'urgence. Pas bloqué par une crise internationale. Non. Il est à Washington, à la Maison-Blanche, à regarder de la boxe. Voilà. C'est ça le point de départ. Et si vous êtes en train de vous dire, agenda chargé, calendrier mal géré, coïncidence malencontreuse, vous n'avez pas encore vu l'ensemble du tableau. Parce que derrière cette absence, il y a quelque chose de bien plus révélateur. Une histoire de politique, de calcul d'image, de peur du regard public. Et d'un pays qui semble avoir fait absolument tout ce qu'il fallait pour gâcher sa propre fête. Dès le premier jour, quelque chose clochait. Maintenant, parlons de l'homme au centre de tout ça. Donald Trump. Celui qui s'était présenté comme l'architecte même de cet événement. Celui qui avait posé avec le trophée Jules Rimet dans le bureau ovale. Celui qui avait personnellement déplacé le tirage au sort pour le tenir au Kennedy Center à Washington. Celui qui avait reçu des mains de Gianni Infantino le tout premier prix de la paix jamais décerné par la FIFA lors de cette même cérémonie. Ce même homme a décidé de ne pas assister au match d'ouverture des États-Unis contre le Paraguay à Los Angeles. C'est Andrew Giuliani, directeur exécutif de la Task Force présidentielle sur la Coupe du Monde, qui a confirmé l'absence sur la radio britannique TalkSport. Et la formule qu'il a choisie, elle en dit long. Son agenda est chargé, mais je sais qu'il sera impliqué tout au long de cette Coupe du Monde. Avec lui, attendez-vous toujours à l'inattendu. L'inattendu. Intéressant comme mot pour décrire la décision d'un commandant en chef de rater le moment sportif le plus significatif de toute sa présidence. Mais voilà ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Pendant que les États-Unis disputaient leur match d'ouverture à Inglewood en Californie, Trump organisait à la Maison-Blanche un événement UFC. UFC Freedom 250. Présenté comme une double célébration, son 80e anniversaire et le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Une foule triée sur le volet, loyale, enthousiaste, prévisible. Des caméras bien positionnées, une atmosphère sous contrôle total. Le contraste est saisissant. D'un côté, des centaines de milliers de fans de football venus du monde entier. Une foule internationale, diverse, qui n'a aucune raison particulière de l'applaudir. De l'autre, une soirée à domicile, avec ses partisans dans sa maison, selon ses règles. Ce n'est pas une question d'agenda, c'est une question de gestion du risque. Pour comprendre pourquoi ce risque pesait si lourd ce soir-là, il faut remonter 5 jours en arrière. Lundi 8 juin 2026. Trump se rend à Madison Square Garden, à New York, pour assister au 3e match des finales NBA, les Knicks contre le San Antonio Spurs. Premier président américain en exercice à assister à une finale NBA. Un moment historique selon ses conseillers. Une démonstration de son amour du sport, selon ses partisans sur Fox News. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Quand son image est apparue sur le Jumbotron au moment de l'hymne national, la salle a explosé. Pas en applaudissements, en huées. Des journalistes présents sur place ont décrit les sifflets comme assourdissants. D'autres ont parlé d'un déluge. Et ce n'est pas tout.
Les Knicks ont perdu 115-111, mettant fin à une série de 13 victoires consécutives en play-off. Sa présence avait causé des files d'attente de plus de 2 heures à l'entrée. Les sacs interdits dans l'arène, un périmètre de sécurité massif qui avait fermé plusieurs rues autour du Garden, les soirées de visionnage en plein air, partie intégrante de la culture new-yorkaise lors des finales, tout annulé à cause de sa présence. Et c'est De'Aaron Fox, meneur des Spurs, qui a résumé le sentiment général avec une sobriété remarquable. La présence du président rend les choses moins confortables pour tout le monde. Une phrase sèche, précise, implacable. C'est dans ce contexte qu'il faut lire l'absence du président au match d'ouverture. Los Angeles, ce n'était pas Madison Square Garden. C'était quelque chose de potentiellement bien pire. Une ville qui avait activement résisté à ses politiques d'immigration. Une ville où des syndicats de travailleurs avaient menacé de faire grève avant même le début du tournoi. Une ville où plus de 30 organisations de défense des droits des immigrants avaient manifesté devant le SoFi Stadium pour exiger l'interdiction des agents de l'ICE dans les stades. Des travailleurs de la restauration, des cuisiniers, des barman, réclamant de meilleures conditions de travail et les protections contre les expulsions. Ce n'était pas un terrain favorable, et Trump le savait parfaitement. Alors il a envoyé Marco Rubio, le secrétaire d'État dépêché à sa place pour représenter l'administration américaine au match. Un geste symbolique, mais pas dans le sens que la Maison-Blanche espérait. Parce que l'équation, une fois posée clairement, elle est simple. À la Maison-Blanche avec l'UFC, Trump est chez lui. La foule est fidèle. Les caméras sont bien placées. Le récit est maîtrisé. C'est son terrain. Sa bulle. Los Angeles, c'est l'inconnu. Une foule internationale de supporters de football venus du monde entier. Des latinos en masse, directement affectés par ces politiques. Des syndicats mobilisés, des manifestants dans les rues, et un drapeau américain qui avait déjà été hué quelques heures plus tôt au Mexique lors d'un match dans l'autre pays co-organisateur. Pour un homme dont toute la communication politique repose sur le contrôle de l'image, l'inconnu n'est pas une option. C'est un risque à éviter. Point. Mais voilà, l'absence du président, aussi symboliquement lourde qu'elle soit, n'est que l'une des multiples fractures visibles dans le vernis de cette Coupe du Monde. Parce qu'avant même le coup d'envoi du tournoi, avant même le premier coup de sifflet, un autre événement avait déjà choqué la communauté internationale du football et mis en lumière les contradictions profondes de cet événement. Et ça, on en parle maintenant. Omar Abdulkadir Arta, 34 ans, arbitre somalien, sélectionné par la FIFA pour officier à la Coupe du Monde 2026. Un honneur extraordinaire. Un moment historique pour lui et pour tout son pays. Il allait devenir le premier arbitre somalien à diriger un match de Coupe du Monde dans l'histoire du football. Il est arrivé à Miami. Il a été retenu pendant des heures par les autorités américaines. Puis, il a été renvoyé chez lui. Le Customs and Border Protection a déclaré qu'il avait été jugé inadmissible pour des raisons de vérification. Un responsable de l'administration Trump a ensuite déclaré à NBC News, sous couvert d'anonymat, qu'Arton avait été refusé en raison de liens avec des membres présumés d'organisations terroristes. Aucune charge retenue publiquement, aucune preuve rendue accessible, aucun recours possible. Et la FIFA, dans tout ça, elle a répondu avec une prudence diplomatique soigneusement calculée. Dans son communiqué officiel, l'organisation a indiqué qu'elle n'était pas impliquée dans les processus d'immigration des pays hôtes, y compris les décisions de visa, et que c'était le gouvernement hôte qui déterminait en dernier ressort qui était admis dans le pays. Traduction, ce n'est pas notre problème. Ce que la FIFA n'a pas dit en revanche, et c'est là que ça devient vraiment intéressant,
c'est que les États-Unis avaient donné des garanties formelles à l'organisation, des années avant le tournoi, s'engageant à permettre aux athlètes officiels et fans éligibles de tous les pays du monde d'assister à l'événement. Des garanties officielles, signées, engageantes. Ces garanties ont été ignorées. La réaction internationale a été immédiate et tranchante. Le Conseil des relations américano-islamiques a dénoncé les interdictions de voyage. Des représentants au Congrès ont exprimé leur honte publiquement. Le maire de New York, Zohran Mamdani, a publié une déclaration retentissante. Il a rappelé que le football n'existerait pas sans les immigrants, que des immigrants jouent ce sport, qu'ils l'entraînent, qu'ils travaillent dans les stades, remplissent les tribunes, et que 6 des joueurs de l'équipe nationale masculine américaine sont eux-mêmes des immigrants. 6. Et puis il y a eu ce membre du Congrès, visiblement ému, lors d'une prise de parole avant le match d'ouverture. Il a dit sans détour « Je suis embarrassé. Je suis honteux que notre gouvernement n'ait pas été à la hauteur. Un arbitre somalien a été refusé à l'entrée de ce pays. Des athlètes iraniens sont refoulés. Ce n'est pas ainsi que les choses sont censées se passer. » Voilà, c'est dit. Et maintenant, le moment le plus fort de toute cette histoire. Le retour d'Artan en Somalie. À l'aéroport de Mogadiscio, des milliers de personnes l'attendaient. Des officiels du gouvernement portant des fleurs. Des fans enroulés dans le drapeau bleu ciel somalien. Il a été porté sur les épaules, acclamé, célébré comme un héros national. Non pas parce qu'il avait arbitré un match de Coupe du Monde, mais parce qu'il était devenu le symbole d'une injustice que le monde entier regardait. Et lui, Artan, il a déclaré simplement à la presse locale « Ce qui s'est passé, c'est passé. C'était le destin. J'assisterai à la prochaine Coupe du Monde. » Dignité, résilience, classe. Pendant que les États-Unis lui claquaient la porte au nez, la Somalie lui ouvrait les bras. Retenez cette image. Mais l'affaire Artan, aussi bouleversante qu'elle soit, n'est que la partie la plus visible d'un problème structurel bien plus large. Les restrictions de voyage imposées par l'administration Trump touchent ou limitent sévèrement les citoyens de 39 pays, 39 nations, dont certaines ont des équipes qualifiées pour ce tournoi, des supporters enthousiastes, des officiels de football pleinement légitimes. Des délégations entières ont fait face à une incertitude totale jusqu'au dernier moment. Des athlètes iraniens se sont retrouvés sans visa américain à quelques jours du tournoi. 39 pays. Tom Homan, le tsar des frontières de la Maison-Blanche. Il a tenté de rassurer dans une interview télévisée. La priorité de l'ICE pendant le tournoi, a-t-il affirmé, serait la sécurité nationale et non les arrestations d'immigrants. Bien. Sauf que, quand on lui a demandé directement si les visiteurs étrangers n'avaient pas à craindre d'arrestation pendant les matchs, sa réponse a été délibérément vague. Nous nous concentrons sur les questions de sécurité nationale. Ce n'est pas une garantie. C'est une non-réponse. Et le monde entier l'a remarqué. Des groupes de défense des droits civiques ont publié des avertissements formels décrivant un climat de peur susceptible de dissuader des fans de nombreux pays de faire le voyage. L'industrie hôtelière américaine, qui avait misé sur des revenus records, a commencé à signaler des réservations bien en dessous des projections. Des fans de pays visés par les restrictions ont annulé leur voyage. Par précaution. Et voilà où on en est. La plus grande Coupe du Monde de l'histoire, celle qui devait être un triomphe de la diplomatie sportive américaine, avait commencé à se fissurer avant même le premier coup de sifflet. Avant même le premier coup de sifflet. Le match d'ouverture s'est finalement joué. Les États-Unis ont battu le Paraguay grâce à un but contre son camp du défenseur Damian Bobadilla. Le public au SoFi Stadium a célébré.
La victoire est là. Mais le contexte politique autour du match a dominé les discussions autant que le résultat lui-même. Et c'est précisément là que réside le vrai problème. Quand l'atmosphère autour d'un événement sportif éclipse l'événement lui-même, c'est que quelque chose a fondamentalement dysfonctionné. Dans sa conception, dans sa préparation, cette Coupe du Monde devait être un symbole d'ouverture. Le premier tournoi à 48 équipes. Le premier co-organisé par 3 nations. Une célébration de la diversité du football mondial sur un continent entier. Un moment où les États-Unis auraient pu se présenter au monde comme une nation accueillante, dynamique, généreuse. À la place, le tournoi s'ouvre sur des interdictions d'entrée arbitraires. Un arbitre africain de renom renvoyé sans explication à l'aéroport. Des syndicats en colère. Des fans terrorisés à l'idée d'une arrestation dans un stade. Des réservations hôtelières en berne. Et un président absent du match le plus symbolique pour son propre pays. Voilà l'image d'ouverture. Il avait pourtant tout misé sur ce moment. Les photos avec Infantino, la blague sur le fait de vouloir garder le trophée Jules Rimet, le billet à son nom rangé en siège 1, le tirage au sort déplacé au Kennedy Center, le prix de la paix de la FIFA reçu en grande pompe. Tout était soigneusement orchestré pour que cette Coupe du Monde devienne l'événement marquant de sa présidence, le moment où le sport et le pouvoir se rejoindraient dans une image de gloire nationale. Mais voilà ce que ce moment a révélé à la place. Vous pouvez organiser le tirage au sort. Vous pouvez tenir le trophée en photo. Vous pouvez recevoir des prix symboliques de la part d'organisations internationales. Vous ne pouvez pas contrôler ce que le monde voit réellement. Et ce que le monde a vu dans les premières heures de ce tournoi, c'est un pays hôte qui a barré l'entrée à un arbitre africain respecté, dont le drapeau est hué dans le stade d'un pays partenaire, et dont le président préfère regarder des combats dans l'intimité sécurisée de sa pelouse présidentielle plutôt que de soutenir son équipe nationale devant 1 milliard de téléspectateurs. 1 milliard. Il y a une grande ironie dans tout cela. La Coupe du Monde est peut-être le seul événement au monde où le pouvoir de la présence physique d'un chef d'État est absolument irremplaçable. Les émirs, les rois, les présidents, les premiers ministres, ils sont tous là pour le match de leur équipe nationale. L'émir du Qatar était dans les tribunes pour le match d'ouverture de 2022. Vladimir Poutine était présent pour l'ouverture de la Russie en 2018. C'est un acte de leadership national. Un geste qui dit sans ambiguïté « Mon pays est fier d'être ici. Et je suis fier d'être avec lui. » Ce geste n'a pas eu lieu. À la place, un secrétaire d'État faisant office de représentant. Et un président à Washington entouré de caméras bien calibrées, d'une foule choisie, d'un spectacle entièrement contrôlé. Voilà l'image réelle de ces premiers jours de la Coupe du Monde 2026. Pas les buts, pas les supporters dans les tribunes, pas la fête dans les rues. L'image d'un pays qui avait tous les atouts pour briller sur la scène mondiale et qui a choisi à chaque carrefour de se replier sur lui-même. Mais ce n'est pas tout. Parce que pendant que cette Coupe du Monde s'ouvrait dans la confusion et les contradictions, quelque chose d'autre se passait en coulisses. Quelque chose d'une toute autre ampleur. Le 12 juin, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé que les États-Unis et l'Iran étaient parvenus à un texte final convenu pour mettre fin à la guerre, qualifiant le moment de plus proche que jamais d'une paix durable. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a confirmé que le mémorandum d'Islamabad n'avait jamais été aussi près d'aboutir, tout en demandant à la presse de s'abstenir de spéculer sur son contenu avant sa finalisation officielle. Mais les jours suivants ont été tout sauf linéaires. Israël a frappé des cibles du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. 3 morts selon le ministère libanais de la Défense civile. Et d'un coup, le risque d'effondrement du processus était là, immédiat, concret. Trump lui-même a réagi.
Il a écrit que ces frappes n'auraient pas dû avoir lieu, en particulier un jour aussi spécial, alors qu'on était si proche d'un accord de paix avec l'Iran. Malgré ces secousses, le texte a tenu. Selon les informations qui ont circulé dans la foulée, l'accord final prévoit 3 choses. La réouverture du détroit d'Ormuz au commerce, la fin du blocus naval américain et l'arrêt des opérations militaires. Le 14 juin, les 2 parties ont annoncé être parvenues à un accord devant entrer en vigueur le lendemain. Trump a déclaré que le détroit rouvrirait dès la signature et le 15 juin, J.D. Vance a confirmé. Le mémorandum avait été signé numériquement par les 2 pays. Un accord cadre, selon ses propres mots, dont les termes précis restent en grande partie secrets. Et Vance a pris soin de tempérer l'enthousiasme ambiant. Il a prévenu que tout le monde n'allait pas se mettre à chanter en chœur du jour au lendemain, qu'il faudrait du temps pour apprendre les habitudes de la paix, mais qu'un pas majeur venait d'être franchi. La question des fonds gelés, justement, elle n'a pas disparu avec la signature. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, a été très précis. L'entrée dans la phase de négociation de 60 jours dépendrait du respect par Washington de 3 engagements. 3. La levée complète du blocus naval, la fin de l'état de guerre et des opérations militaires, et la libération des fonds iraniens gelés. Selon lui, ce n'est qu'une fois ces conditions vérifiées, en particulier sur le plan financier, que les négociations techniques pourraient véritablement commencer. C'est exactement la distinction que Vance avait tenté d'établir avant la signature. On ne libère pas de liquidités pour simplement apposer une signature ou assister à une réunion. Mais une fois que des engagements concrets sont remplis, le robinet économique peut s'ouvrir. Dans la diplomatie, ces nuances de séquençage font toute la différence entre un accord qui tient et un accord qui s'effondre à la première divergence d'interprétation. Maintenant, parlons d'un acteur crucial, l'un des plus importants et des moins couverts de toute cette crise, le Pakistan. Islamabad n'a pas été un simple décor symbolique pour ces négociations. Le pays a été le médiateur actif qui a rendu les pourparlers possibles en coordination avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Et il y a un paradoxe fascinant qui mérite d'être mentionné. Selon des informations qui ont circulé en parallèle, il existerait un accord discret, jamais officiellement confirmé, entre l'Iran et le Qatar, conclu dans les premiers mois du conflit, selon lequel Doha aurait volontairement réduit ses activités dans certaines installations pétrolières et pétrochimiques pour éviter des frappes iraniennes, en échange d'une forme de neutralité préservée. Cet arrangement expliquerait pourquoi, dans les moments les plus intenses du conflit, la relation entre Doha et Téhéran a semblé étrangement préservée, malgré des hostilités généralisées dans toute la région. Ça ne change rien au fond du dossier, mais ça en dit long sur la manière dont cette guerre a été gérée en coulisses. Tout le monde a négocié discrètement pour sa propre survie, et les États-Unis ont souvent été les derniers informés. Les marchés financiers, eux, n'ont pas attendu. Dès l'annonce d'un texte final convenu, les cours mondiaux du brut ont chuté sous la barre des 85 $. Portés par l'espoir d'une réouverture prochaine du détroit, tandis que les marchés actions bondissaient, les investisseurs ont parié sur la paix avant même qu'elle ne soit actée. Et ça a créé une pression supplémentaire considérable sur les 2 camps pour aller jusqu'au bout. Parce qu'un effondrement des négociations après que les marchés avaient déjà intégré un succès aurait pu provoquer un retournement particulièrement brutal. La paix était devenue en quelque sorte trop chère à perdre. Maintenant, le détroit d'Ormuz. Parce qu'il faut comprendre ce dont on parle vraiment. Ce couloir maritime large, d'à peine une 40aine de kilomètres à son point le plus étroit, est stratégique, à un degré que peu de voies navigables au monde peuvent égaler.
Environ 1/5 de l'ensemble des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel transite par là. 1/5. Sa fermeture progressive depuis le début de l'année a fait exploser les prix de l'énergie, perturber des chaînes d'approvisionnement mondiales et durement frapper plusieurs économies émergentes dépendantes du pétrole du Golfe. Alors sa réouverture, ce n'est pas qu'un symbole diplomatique. C'est un choc d'offres positif pour l'économie mondiale tout entière.